Le concours de l'ENSAM de physique pour l'année 2019. La partie mécanique. La partie A. Un camion de masse M est égal à 15 000 kg part à T égale à 0, sans vitesse initiale, sur une route rectiligne et horizontale et à l'instant 40 secondes. La vitesse devient 72 km par heure. On néglige les frottements et on suppose que le moteur du véhicule exerce une force grand F constante et parallèle à la trajectoire. La première question, déterminer la valeur numérique de l'accélération gamma du centre d'inertie du camion. Donc, voici la partie A. Donc, on a schématisé ici un petit croquis, c'est-à-dire que le camion, il était à l'instant T égale à 0 au point O. Maintenant, il se trouve à cet emplacement. Donc, les forces exercées sur le véhicule, c'est son poids et la force d'attraction. Et puisque les frottements sont négligeables, donc R, elle est perpendiculaire au déplacement. À T est égal à 0, V0 est égal à 0. À T est égal à 0, X0 est égal à 0, c'est-à-dire elle était ici. À T égale 40 secondes, alors la vitesse devient 72 km par heure. C'est-à-dire 72, on va multiplier par 1000, pour devient 72 000 mètres, et heure, dans une heure, il y a 3600 secondes. C'est-à-dire, on aura donc 72 000 sur 3600, ça nous donne 20 mètres par seconde. F est constante et elle est parallèle à l'axe de mouvement. Donc R elle est perpendiculaire, à l'axe OX, puisque les frottements sont négligeables. Donc maintenant, c'est facile. Donc, à l'instant T, donc entre l'instant T égale à 0 et T égale à 40 secondes, alors l'accélération gamma, ou bien l'accélération de centre d'inertie G, est égale à la vitesse à l'instant T égale à 40 secondes, moins la vitesse à T égale à 0 secondes, sur le temps 40 secondes, moins T, 0 secondes. Donc on a donc c'est 20 moins 0 sur 40 moins 0, c'est 20 sur 40, c'est 1,5. D'où gamma, l'accélération du centre d'inertie du camion est de l'ordre de 0,5 mètres par seconde carré. La question numéro 2, donc déterminer la valeur numérique de l'intensité F de la force grand F. Donc, quelle est l'intensité ou bien quel est le module de la force F d'attraction qui remorque le camion. Donc, le camion est soumis à trois forces. Son poids, la force de traction et la réaction. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique au centre G, qui est le centre d'inertie du camion, on aura donc P plus R. Plus F est égal à M gamma. Gamma, c'est l'accélération. On va projeter cette équation sur l'axe OX, sur l'axe du mouvement. Donc, on aura donc, tout simplement, puisque P est perpendiculaire au déplacement, donc, sa projection sur l'axe OX égale à 0. R, elle est perpendiculaire encore à l'axe de déplacement, puisque les frottements sont négligeables, donc il reste tout simplement F est égal à M gamma. Donc F est égal à 7500 kg mètres par seconde carré, c'est-à-dire 7500 newtons.
La question numéro 3, la valeur numérique du travail de la force F durant l'intervalle 0 secondes 40 secondes. Quel est le travail de la force F exercé entre l'instant t égale à 0 et l'instant t égale à 40 secondes? Donc, par définition, le travail de la force entre le point O et le point A, c'est le produit scalaire de la force fois le déplacement. Et puisque donc est égal à la force fois le déplacement fois le cosinus entre la force et le déplacement. Ici, le cosinus est égal à 1, car l'angle est égal à 0, puisqu'ils sont confondus. Donc, le travail entre le point O et le point A, c'est F fois OA. Lorsqu'on dit O, c'est-à-dire T égale à 0. Lorsqu'on dit A, c'est T égale à 40 secondes. Donc, on a OA, d'abord, il faut calculer OA. Donc, OA est égal à la vitesse, c'est-à-dire la vitesse V de 40 moins V0, qui multiplie le temps, T 40 secondes moins T0. Puisque V0 égale à 0, donc il reste V de 40 qui est égal à 20 mètres par seconde, qui multiplie 40 secondes. Donc est égal à 800 mètres. D'où le travail qui va faire la force pour passer de O à A, c'est la force, c'est 7500 qui multiplie 800. Donc ça nous donne 610 à la puissance 4 joules, c'est-à-dire 6 10 à la puissance 6 joules. Donc le travail de la force pour se déplacer de O à A, c'est 6 10 à la puissance 6 joules. L'exercice numéro 4, pour tout instant t, la puissance instantanée P de t de la force F en fonction de grand F, petit m et t, c'est-à-dire quelle est la valeur de la puissance instantanée en fonction de F, de m et de t. Donc par définition, la puissance, c'est le travail sur la variation de temps. Donc P de t, c'est le travail de la force entre l'instant t égale à 0, c'est-à-dire O, et l'instant t sur delta t. Donc, tout simplement, donc ça, on a déjà trouvé, c'est F, produit scalaire OA, sur t moins t de 0 seconde. Donc, F, donc on a OA sur t, puisque ça égale à 0, t à l'instant t égale à 0, c'est 0. Donc il reste F OA sur t. OA sur t, ce n'est rien d'autre que la vitesse du centre d'inertie. Et on sait que F est égal à m fois AG, c'est-à-dire l'accélération du centre d'inertie. Et que AG est égal à la vitesse sur le temps. Donc de cette relation-là, on déduit que AG est égal à F sur m. D'où V de G qui est égal à AG qui multiplie T, donc est égal à T. Donc on va remplacer AG par F sur M, donc V de G est égal à T, F sur M. On va le remplacer ici. D'où la puissance instantanée est égale à cette force-là. Produit scalaire de cette force-là, ça nous donne F au carré fois T sur M. Donc voici la puissance instantanée en fonction de F, de T et de M. Donc voici la puissance instantanée en fonction de F, de T et de M.
Le camion aborde sans vitesse initiale en montée et selon la ligne de plus grande pente. Une route rectiligne inclinée d'un angle alpha est égal à 20 degrés par rapport à l'horizontale. On suppose également que le moteur du véhicule exerce une force grand F constante parallèle à la trajectoire et que les frottements sont négligeables, sachant que le camion parcourt la distance D qui est égale à 500 mètres pendant une durée delta T est égale à 40 secondes. Donc déterminer la valeur de la norme gamma de l'accélération du centre d'inertie du camion. Donc maintenant, le camion il va aborder un plan incliné, mais la force reste constante. Donc le camion, il était là, maintenant il va monter dans cette pente. Donc en faisant un angle alpha avec l'horizontale. Donc le camion, elle est toujours soumise à son poids, à la force de traction et à R qui est toujours perpendiculaire à la pente car les frottements sont négligeables. Et on a F, c'est toujours F, elle est parallèle à la trajectoire. Maintenant la trajectoire c'est cette partie-là, c'est pas celle-là. Donc on a F, elle est parallèle et constante. On a le camion parcours D est égal à 500 mètres pendant T égale à 40 secondes. Donc, quelle est l'accélération? Maintenant, on veut chercher l'accélération. Donc, le centre G, c'est le centre. Donc, le centre de gravité ou bien le centre d'inertie du camion décrit un mouvement rectiligne uniformément varié d'équation X en fonction de temps est égal à 1 demi gamma prime, ça c'est l'accélération le long de la partie qui est inclinée, plus V0 T plus X0. On a X0 est égal à 0 et on a V0 est égal à 0, d'où X en fonction de temps est égal à 1 demi gamma prime T au carré. D'où gamma prime est égal à 2X T sur T au carré. Donc, à l'instant T égale à 40 secondes, X, il est égal à D, qui est égal à 500 mètres. D'où gamma prime est égal à 2 fois 500 sur 40 au carré, c'est-à-dire c'est 1000 sur 1600 est égal à 0,62 mètres par seconde carré. La question numéro 6, la valeur de l'intensité grand F de la force F. Donc, le camion, ou bien son centre d'inertie, il est soumis à trois forces. Donc, il y a la force d'attraction, que on va la nommer F', et on a le poids et on a la réaction. Concernant le poids P, on va la projeter sur les deux axes. Donc on va projeter sur cet axe et sur cet axe. Donc ça nous donne moins P sinus alpha. C'est avec l'axe de mouvement. Et ça,
ça nous donne moins P cosinus alpha avec la réaction. C'est-à-dire que la réaction est égale à P cosinus alpha. Alors que F moins P sinus alpha, il est égal à M fois gamma prime. Donc on aura donc F', donc F' selon l'axe OX et 0 selon l'axe Y. P a pour coordonnées moins P sinus alpha selon OX et moins P cosinus alpha selon OY. Ça, c'est égal à 0 puisque les frottements sont négligeables. Et puisque le mouvement, ça se fait sur l'axe des X, c'est-à-dire qu'on aura tout simplement F' moins P sinus alpha est égal à M gamma prime. D'où F' est égal à M gamma prime plus M G sinus alpha. Donc, c'est égal à M facteur de gamma prime plus G sinus alpha. Donc, on a toutes les valeurs, donc tout simplement, on va la remplacer. Donc, M est égal à 15 000, c'est-à-dire 15 10 à la puissance 3. Et gamma prime, on vient de calculer, est égal à 0,62. G est égal à 10. Ça, c'est sinus de 20. Donc, après multiplication, on va trouver que F' est égal à peu près à 60 603 newtons. La question numéro 7. En réalité, avec la valeur précédente de F, et à cause des frottements, le camion parcourt la distance D, qui est égale à 500 mètres, pendant une durée delta T', qui est supérieure à delta T, c'est-à-dire supérieure à 40 secondes. On suppose que les frottements sont équivalents à une force petit f constante, qui s'oppose au mouvement. Déterminer la valeur de petit f, c'est-à-dire la force de frottement, en fonction de M, D, delta T et delta T'. C'est-à-dire maintenant, les frottements ne sont pas négligeables. Dans cette partie-là, les frottements ne sont pas négligeables, mais ils sont équivalents à une force petit f qui s'oppose au mouvement, c'est-à-dire de sens contraire au mouvement. Donc, on a, à cause des frottements, on a la distance D est égale à 1,5 A' G, c'est-à-dire c'est l'accélération du centre d'inertie, delta T au carré. Et pour un D', mais qui est égal à D, puisqu'on a, c'est toujours 500 mètres. C'est toujours 500 mètres. 500 mètres et 500 mètres. Tout simplement, c'est le temps qui est échangé à cause des frottements. Donc, pour un D' qui est égal à D, qui est égal à 1,5 A seconde de G, c'est-à-dire une autre accélération, qui multiplie delta T' au carré. Donc, ici, on a A' de G est égal à 2D sur delta T au carré. Et ici, on a A seconde est égal à 2D sur delta T' au carré. On applique le principe fondamental de la dynamique au centre d'inertie G. On a donc P plus R plus F qui est égal à M à G seconde. Et on a, donc la première cas, c'est on a P plus R plus F est égal à M à G'. Donc pour le premier cas, dans ce cas-là,
Hg secondes, c'est-à-dire les frottements ne sont pas négligeables. Donc ils ont été représentés par une force F qui s'oppose au mouvement, c'est-à-dire moins F. Donc on va prendre la même équation. C'est cette équation-là, tout simplement on va ajouter moins F. Donc ici, on a moins P sinus alpha moins F plus F est égal à M Hg seconde, et l'autre, elle reste constante, c'est-à-dire moins P sinus alpha plus F est égal à M Hg prime. Donc on a deux équations. Donc 1 moins 2, donc ça, on se débarrasse de P sinus alpha, on se débarrasse de F. Elle reste tout simplement moins F est égal à M Hg seconde moins M Hg prime, c'est-à-dire M facteur de Hg seconde moins Hg prime. Or, Hg seconde, on va la remplacer par 2D sur delta T prime. Et A prime G, on va la remplacer par 2D sur delta T au carré. Donc, on aura donc moins F est égal à M facteur de 2D sur delta T prime au carré moins 2D sur delta T au carré. Donc, on va tout simplement se débarrasser de F. On va changer l'écriture ici, donc elle devient F est égal à 2MD, donc puisqu'il y a 2D ici, on va la mettre en facteur. Facteur de 1 sur delta T au carré moins 1 sur delta T prime au carré. Donc ça, c'est tout simplement une schématisation de ce qu'on vient de voir. Ça, c'est tout simplement, il est agrandi. Voici le poids. Voici la réaction. Voici la force. Donc, tout simplement, donc le P, lorsqu'on va la projeter, on va trouver égal à moins P sinus alpha selon l'axe OX et moins P cosinus alpha selon l'axe OY. R, maintenant, puisqu'il y a les frottements, donc R est égal à RT qui est égal à moins F. Donc, ça est égal à moins F. Ça, c'est tout simplement égal à P cosinus alpha. Et on a donc cet angle-là, s'appelle l'angle de frottement, donc, que l'on nomme avec phi, donc tangente phi est égal à RT sur Rn, ça c'est le coefficient de frottement. Donc supposons par exemple que si vous donne le frottement avec l'angle ici ou bien avec le coefficient, donc et voici la relation qui regroupe le phi, le K et la réaction, c'est-à-dire ça c'est la force de frottement et ça c'est la réaction normale. Donc c'est la réaction normale, donc c'est elle qui permet au camion de rester sur le plan incliné. Donc ça c'est un croquis qui tout simplement reflète ce qu'on vient de trouver ici. La partie B sur la mécanique, c'est un QCM. Donc on a un projectile A assimilé à un point matériel de masse petit m et lancé à t égale à 0 d'un point O, origine d'un repère orthonormé OX, Y, Z, avec une vitesse V0 contenue dans le plan vertical et qui fait donc faisant un angle alpha égal à 30 degrés avec l'axe OX. On donne V0 égal à 100 mètres par seconde. Donc, on veut
le couple x de S et z de S, c'est-à-dire les coordonnées du sommet S de la trajectoire des projectiles. Donc, le projectile va être lancé à partir du point O, elle va arriver à un sommet, puis elle va tomber sur l'axe OX. Donc, on veut savoir quel est l'abscisse du sommet ainsi que son côte. Donc, en négligeant la résistance de l'air, le projectile A est en chute libre sous l'effet de son poids P. On a V0 est égal à 100 mètres par seconde, on a X0 est égal à Y0 égal à Z0 égal à 0, et le repère OXYZ, c'est un repère orthonormé galiléen. Alpha est égal à 30 degrés. Donc les coordonnées XS et ZS du sommet S. Donc on a voici le repère OX, OY, OZ. Donc le projectile, elle est lancée, elle va arriver au point S, puis elle va tomber. Donc ça, ça c'est l'abscisse, ça s'appelle le côte, car ça s'appelle l'ordonnée. Donc la vitesse V0 selon X, V0X, c'est V0 cosinus alpha. Selon Y, elle est égale à 0. Selon Z, c'est V0Z qui est égal à V0 sinus alpha. L'accélération, selon X égale à 0. Selon Y, elle est égale à 0. Selon Z, donc, est égal à moins G. Car on a M gamma est égal à moins mg, c'est-à-dire, on va simplifier par M, elle reste à G est égal à moins G. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique au centre G du projectile A, on aura donc P est égal à M à G, c'est-à-dire moins mg est égal à m à g, c'est-à-dire ag est égal à moins g, ça c'est une constante est égale à moins 10. Donc le mouvement, il est uniformément varié. D'où les équations du mouvement uniformément varié. Donc x de t est égal à v0 x de t plus x0. V0 de x, c'est V0 cosinus alpha. Donc, est égal à V0 x t, puisque x0 égale à 0, donc est égal à V0 cosinus alpha t. Y de t, c'est V0 y de t plus y0. Donc, ça égale à 0, ça égale à 0, donc est égal à 0. Z de t est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 z de t plus z0. Donc, V0Z, c'est V0 sinus alpha. Donc, Z de t est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus alpha t. Quand le projectile il arrive au sommet S, alors sa vitesse, selon l'axe des Z, elle est égale à 0. La vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée de cette expression-là. C'est-à-dire que la dérivée de cette expression-là est égale à 0. Donc lorsqu'on va dériver ça, on va trouver un TS. Lorsqu'on trouve TS, on va la remplacer ici, on va la remplacer ici. Donc la dérivée ici, c'est tout simplement moins GTS, puisque le 2, il va se simplifier avec 2, plus V0 sinus alpha égale à 0. Donc TS est égal à V0 sinus alpha sur G. Donc une fois qu'on connaît TS, on va la remplacer ici, et on va la remplacer ici. D'où x de S est égal à V0 cosinus alpha T de S, c'est-à-dire c'est V0 sinus alpha, qui multiplie V0 cosinus alpha sur G, c'est-à-dire c'est V0 au carré sinus alpha cosinus alpha sur G. Donc on va diviser par 2, on va multiplier par 2, tout simplement pour avoir ici sinus de 2 alpha. D'où x de S, c'est-à-dire l'abscisse du sommet S, c'est V0 au carré sur 2G sinus de 2 alpha. Donc application numérique, on va trouver qu'il est égal à 453 mètres. Concernant le côte,
Donc ZS est égal à moins 1 demi GTS au carré plus V0 sinus alpha TS. Donc on va remplacer TS par sa valeur. On va regrouper les termes. On va trouver que Z de S est égal à V0 au carré sinus carré alpha sur 2G. Application numérique. Donc il va nous donner Z de S est égal à 125 mètres. Donc ça c'est le côte ZC, ça c'est l'abscisse, et l'ordonnée, elle est égale à 0. Deuxième question, le module V de S de la vitesse au sommet S est, donc, lorsqu'elle arrive au sommet S, quelle est sa vitesse en ce point-là? Donc, quand le projectile A arrive en S, c'est-à-dire on a Vz de S égale à 0. Donc, si Vz de S égale à 0, donc la vitesse, puisque la vitesse, il a trois coordonnées. Il y a V0x, V0y et V0z. Donc V0z, lorsqu'il arrive ici, donc ça est égal à 0. Donc en ce point-là, la vitesse, donc elle reste tout simplement, la vitesse est égale à V0 cosinus alpha. Donc ça, elle est en parallèle avec l'axe 10x, c'est-à-dire que la vitesse sera tangentielle ici. Donc c'est tangentiel, c'est-à-dire elle est parallèle à l'axe OX. Donc la vitesse en S, ce n'est rien d'autre que V0x. Donc le module de V, c'est V0 cosinus alpha, c'est-à-dire est égal à 87 mètres par seconde. C'est tout simplement V0 qui est égal à 100 et alpha est égal à 30. Troisièmement, la durée du mouvement depuis O à S. Donc depuis O à S. Donc le mouvement, quelle est sa durée? Donc on a delta T est égal à TS moins T0. Et T0 est égal à 0, donc c'est TS. Donc TS, elle est égale à V0. Donc on vient de trouver. TS est égal à V0 sinus alpha sur G. Donc TS est égal à V0 sinus alpha sur G, donc est égal à 5 secondes.
Donc la durée du projectile pour aller de O au sommet S est de 5 secondes. Donc ça c'est delta T. Delta T ou bien TS, c'est la même chose puisque T0 est égal à 0. À l'origine du temps, c'est-à-dire ici, on lâche ainsi, à l'origine du temps, c'est-à-dire ici, on lâche une cible B sans vitesse initiale au point de coordonnées XS 0H, avec H supérieur à ZS. Donc la question c'est la valeur numérique de H pour que le projectile A atteigne la cible B au sommet S et donc le point B se trouve au-dessus du sommet S et A pour coordonnées XS. Selon donc c'est la même abscisse de S, l'ordonnée, elle a la même ordonnée que S, mais ZS, c'est le côte de S, et pour le point B, sa côte, c'est H. Donc, on veut trouver la valeur de H. Donc, voici le schéma. Donc, ça, c'est XS. Donc, voici S et voici B. Donc, H, c'est la distance allant de l'axe OX vers B. Donc H est supérieur à ZS. À T égale à 0, on a V0, c'est toujours égal à 0. B de coordonnées XS, 0 ici et H ici. Donc le mouvement est uniformément varié. D'où Z de T est égal à moins 1 demi GT au carré plus V0T plus Z0. Donc c'est l'équation d'un mouvement uniformément varié. Au point B, lorsqu'il arrive au point B, ici, donc au point B, on aura Z de B de T est égal à moins 1 demi GT au carré, puisque ça fait 0 égale à 0, plus H. Donc lorsque le projectile arrive au point B, alors au point B, Z0, elle est égale à H. Donc Z de B de T est égal à moins 1 demi GT au carré plus H. Le projectile A atteint la cible B au sommet S, tel que ZB de TS au point. Donc à l'instant TS, ZB elle est égale à ZS. Donc d'où ZB, on va la remplacer avec ZS. Et ZS, on l'a connu, est égal à 125 mètres. D'où moins 1 demi GTS au carré plus H est égal à 125. Donc H est égal à 125 plus 1 demi GTS au carré. Donc on a G, on a TS qui est égal à 5 secondes. Donc tout simplement, on va faire le calcul. On va trouver que H est égal à 250 mètres. Donc H est égal à 250 mètres qui est à peu près le double de ZS. Donc c'est-à-dire que H, il est supérieur à ZS. Donc le point B se trouve au-dessus du point Z. Donc B se trouve au-dessus du point S. La partie C du QCM de la mécanique.
Donc, tout simplement, donc, on considère un système formé de deux poulies. L'une qui tourne autour de l'axe delta et l'autre, il tourne autour de l'axe delta prime. Sur cette poulie-là, qui ont le même rayon, on a accroché un système C1 de masse 2m. Et sur cette poulie-là, on a accroché un corps C2 de masse m. Donc ça, ce sont les moments d'inertie. On considère que les fils sont inextensibles, c'est-à-dire indilatables, et ne glissent pas sur les gorges, et de masse négligeable. Donc on donne la masse des poulies, on donne les masses, ainsi tout simplement. Donc ça, ce sont des données. Donc ce qui nous intéresse, c'est que l'énergie mécanique du système. Donc l'énergie mécanique du système, elle est donnée par cette formule. On désigne par Z l'abscisse du centre d'inertie du corps C1. Donc Z, c'est pour C1. Donc, ce qu'on veut, premièrement, la valeur de la norme gamma, l'accélération du centre d'inertie de C1. Donc les frottements sont négligeables, les fils sont inextensibles, de masse négligeable. On a le moment d'inertie G delta est égal à M R au carré. On a la masse, on a le rayon, on a la masse de C1, on a la masse de C2, on a la masse petit m est égal à 0,5 kg. Ça, ce sont des données. On a l'énergie mécanique du système et les données par cette formule. Donc l'accélération gamma du centre d'inertie de C1. Donc comme les frottements sont négligeables, donc les forces appliquées au système est conservatif. Et par suite, l'énergie mécanique totale est égale à une constante. Si l'énergie mécanique totale est égale à une constante, donc sa dérivée par rapport au temps, elle est égale à 0. Donc la dérivée par rapport au temps est égale à 0, c'est-à-dire que la dérivée de cette expression-là est égale à 0. Donc la dérivée, elle va nous donner donc la dérivée de cette expression-là égale à 0. Donc, ça c'est une constante. On l'a fait sortir. Donc, on va dériver d de z point au carré sur dt moins mg, c'est une constante, dérivée de dz sur dt égale à 0. Donc, ça nous donne, ça c'est 2 fois z', z seconde, ça c'est z'. On va mettre z' en facteur, on aura donc ceci. Donc, ça égale à 0, ou bien cette expression égale à 0. Donc ça égale à 0, donc ça c'est la vitesse initiale, donc c'est par hypothèse elle égale à 0, donc elle reste ça égale à 0. Donc ça, elle nous donne une équation différentielle de z. Donc on aura donc grand M plus 3 demi petit m, z seconde est égal à m sur 2 g. C'est-à-dire que z seconde qui est égal à gamma, elle est égale à m sur 2 g divisé par grand M sur 3 demi de m, donc après réarrangement de termes, c'est-à-dire on va multiplier ça par 2, on va simplifier par 2, elle reste gamma qui est égal à z seconde, qui est l'abscisse du point, qui est l'abscisse du corps C1, puisqu'ici on s'intéresse au corps C1. C1, donc Z c'est l'abscisse du centre d'inertie du corps C1.
Donc, gamma est égal à mg sur 2 grand M plus 3 petit m. Donc, après calcul, est égal à peu près 1, ou bien 0,9 mètres par seconde carré. La valeur de la tension T du fil ici, donc cette tension-là. Donc, puisqu'on connaît gamma, donc tout simplement, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc, voici le corps C1, il est soumis à son poids et à la tension T. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on a P plus T est égal à M gamma. Donc, M de la masse de C1, c'est 2M. C'est 2M. Donc, il faut multiplier par 2M gamma. Et donc, par projection sur l'axe OZ dirigé vers le bas, on aura donc P moins T est égal à 2M gamma. C'est-à-dire que T est égal à P moins 2M gamma. Et P est égal à 2 petit mg, donc est égal à 2M facteur de G moins gamma. Donc voici, donc T est égal à 2M facteur de G moins gamma. Donc on connaît le G, on connaît le gamma, on connaît le M. Donc T à peu près est égal à 9,1 newton. La troisième question, l'instant T1 où la poulie P1 effectue 3 tours. Donc cette poulie-là, elle va effectuer 3 tours. Donc, ça, c'est, donc, premièrement, donc ça, c'est l'état initial. Donc, on a C1, on a C2. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? On a tiré C1 vers le bas. Donc, lorsqu'on va tirer C1 vers le bas, et ben, on va tourner la poulie P1 et de la même façon, elle va être tirée la poulie P2. Donc, le déplacement, donc C1, elle était à ce niveau-là. Donc, elle se déplace vers... Appel vocal entrant de Hicham Assim. Donc, donc, le corps C1 a été à ce point-là. Après,
qu'on tire vers le bas, le corps C1 était dans cette position-là. Lorsqu'on va tirer vers le bas, elle se déplace d'un X. Et C2, elle se déplace d'un Y. Donc le X ici, c'est l'abscisse curviline ici. Et le Y ici, c'est l'abscisse curviline ici. Donc, lorsque ça elle se déplace de X, la poulie A se déplace de X qui est égal à R θ. Et lorsque là, ça se déplace, lorsque C2 se déplace de Y, celle-là se déplace de Y qui est égal à R θ. Donc, on applique le principe fondamental de la dynamique aux poulies P1 et P2. On aura donc le moment de la force P par rapport à l'axe delta, plus le moment de la réaction par rapport à l'axe delta, plus le moment de T1 par rapport à delta, plus le moment de T2 par rapport à delta prime, plus le moment de la réaction R prime par rapport à delta prime, plus le moment de delta prime de P prime est égal à G delta plus G delta prime qui multiplie θ seconde. Donc ça, c'est le principe fondamental de la dynamique dans le cas où il y a une rotation. Donc ça, c'est le poids de la poulie. Ça, c'est la réaction que subit la poulie au point de sa rotation. Et T1, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est donc ici, il y a R, il y a P, il y a T1. Donc sur ce côté-là, il y a un P ici, il y a un R et il y a un T2. Donc ça, c'est égal à 0. Donc ça est égal à 0. Donc M delta de P, M delta prime de P prime, M delta de R, M delta prime de R prime égale à 0. Puisque leur ligne d'action passe par les axes delta et delta prime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance. Donc il reste tout simplement le moment de T1 par rapport à delta et le moment de T2 par rapport à delta prime est égal à G est égal à le moment d'inertie par rapport à delta plus le moment d'inertie par rapport à delta prime θ seconde. Donc ça s'annule. Or, M delta de T1, c'est T1 fois R. Et M delta prime de T2, c'est moins T2 fois R, de sens inverse. D'où on aura T1 moins T2 facteur de R est égal à G delta plus G delta prime θ seconde. Donc ça, c'est l'équation A. Maintenant, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique au centre d'inertie de C1 et de C2. Concernant C1, on a P1 plus T est égal à 2 petit m à G1. Donc ça, c'est les forces appliquées à C1. Donc ça, c'est les forces. Donc. Et l'autre, c'est C2. Donc, pour C1, la masse est 2m. D'où T est égal à P1 moins 2 petit m et AG1, c'est-à-dire c'est 2m facteur de G moins A, G1. Concernant, donc, puisque T1 est égal à T, donc T1, elle est égale à T, car c'est le principe de l'action et de la réaction.
Donc T est T1. Donc ça, c'est le principe de l'action et de la réaction, c'est-à-dire que T est égal à T1. Ici encore, on a T2 est égal à T'. C'est le principe de l'action et de la réaction. Et puisque même les fils ils sont de masse négligeable. Donc, T est égal à 2m facteur de G moins à G1, puisque d'après le principe de l'action et de la réaction, et que les fils sont négligeables, donc on aura donc T1 est égal à 2m facteur de G moins à G1, donc ça c'est B. Donc concernant le corps C2, c'est de la même façon, on a P2 plus T' est égal à M, puisque la masse c'est petit m. Pour C1 c'est 2m, et pour C2 c'est petit m. Qui multiplie à G2, donc on va la projeter sur l'axe OZ. On va trouver que T' moins P2 est égal à M à G2, d'où T' est égal à M facteur de G plus HG2. Et d'après le principe de l'action et de la réaction, ou bien puisque les fils sont négligeables, donc on aura T2 est égal à M facteur de G plus HG2. Donc ça, c'est l'équation D. Donc quand C1 se déplace vers le bas, d'une distance x est égale à r θ, le corps C2 se déplace en suivant le sens du mouvement d'une distance y est égale à r θ. D'où hg1 qui est égal à la dérivée 2 fois 2x est égal à r θ seconde, et hg2 est égal à lui-même r θ seconde. Donc, on va prendre l'équation A, donc T1 moins T2 facteur de R, et qui est égal à G delta plus G delta prime θ seconde. Donc, on va la remplacer. Donc, ça, donc c'est 2m, donc cette partie-là, on la connaît, donc c'est 2m G facteur de, donc ça c'est 2m G, Hg1 c'est R θ seconde qui multiplie R, moins mg R θ seconde R est égal à G delta plus G delta prime θ seconde. Donc tout simplement on va essayer de réarranger les termes. On va trouver que on aura une équation sous cette forme-là. Puisque G delta est égal à mr carré et G delta prime est égal à mr carré, donc θ seconde est égal à cette expression-là. Donc c'est ça. Donc ça c'est l'accélération angulaire. Donc à peu près est égal à 3,78 radians par seconde carré, qui est une constante. Donc la rotation, elle est uniformément variée. Donc, θ, donc l'équation de rotation, c'est 1 demi-θ seconde t au carré, plus θ0, point, plus θ0. Donc ça, c'est égal à 0, ça est égal à 0. Donc, elle reste θ est égal à 1 demi-θ seconde t au carré, et θ seconde, on vient de calculer. Donc, pour T1, on a taux, donc pour T1, on a θ de T1, c'est 2π fois 3, puisqu'elle a fait 3 tours. Donc 2π fois 3, c'est 6π. Donc 6π, θ est égal à 6π, est égal à 1 demi, 3,78 pour T1 au carré. C'est-à-dire T1 au carré, à peu près, est égal à 3,16 secondes. Donc il y a trop de calculs, mais le résultat, elle est unique. Donc il faut suivre les étapes.
et avoir beaucoup de patience et essayer de nommer les équations trouvées par des indices ou bien par des lettres pour s'assurer, en fin de compte, de les ramifier en un système pour pouvoir trouver le résultat demandé. Quatrièmement, la vitesse angulaire oméga 1 de P1 à cet instant T1. Donc ça c'est facile puisqu'on vient de calculer le temps et on connaît θ, donc c'est facile. Donc on a θ égal à 1 demi θ seconde t au carré et la vitesse angulaire, c'est la dérivée de θ par rapport au temps, donc on va dériver cette expression-là. Donc ça nous donne θ seconde qui multiplie t. On connaît θ seconde, on connaît le temps, donc c'est tout simplement, on va faire une multiplication, donc est égal à peu près à 12 radians par seconde. On considère maintenant un système représenté sur la figure 3. Les deux poulies sont solidaires de rayon et de masse R1, M1 et R2, M2. Avec R1, il est inférieur à R2. Elles peuvent tourner sans frottement autour de leur axe commun, delta, horizontal fixé et passant par leur centre.
le corps B peut se déplacer sans frottement selon la ligne horizontale qui est rattachée à un ressort R de masse négligeable de longueur à vide L0, le plan incliné de alpha égale à 30 degrés, et le ressort a un raideur K. Et l'autre partie, elle est fixée à un point fixe. On choisit les origines des axes O'X et OZ, de telle sorte qu'à l'équilibre, les abscisses du centre d'inertie du corps A et B soient nulles. Les corps A et B sont de masse respectivement M1 et M2. On note delta L0, l'allongement du ressort à l'équilibre. Pour simplifier, on prend donc M1, ainsi de suite. Donc ça, voici un système formé de deux poulies coaxiales. L'un est attaché à un corps A de masse M1, donc, et l'autre est attaché à un corps B qui est lui-même attaché à un ressort. Donc la question 5, elle équilibre la relation entre les modules T1 et T2 des tensions du fil A. Donc, elle équilibre quelle est la relation qui lie T2 avec T1. Donc, voici la représentation, voici les deux poulies coaxiales. Donc, ça c'est T1, ça c'est T2. Donc, la force, donc les forces qui sont appliquées au corps A sont son poids et la tension T'1. T'1 il est égal à T1 car le fil il est inextensible, il est de masse négligeable et encore d'après le principe de l'action et de la réaction. Donc ces deux forces sont les mêmes, ainsi que cette force-là avec cette force-là. Donc P est soumis à son poids, à la réaction qui est perpendiculaire au déplacement, à T'2 qui est égal à T2 car d'après le principe de l'action et de la réaction, que les fils sont de masse négligeable et sont inextensibles. Et on a, ça c'est la force qui est exercée par le ressort. Donc on a, ça ce sont les données. Donc on veut savoir la relation entre T1 et T2. Donc par application du principe fondamental de la dynamique ou de poulie, en rotation autour de l'axe delta à l'équilibre. Donc on aura M delta de T1 plus M delta de T2 est égal à 0. Et puisque l'orientation elle est dans ce sens, c'est-à-dire que T1 fois R1 est égal à T2 fois R2, ou bien T1 fois R1 moins T2 fois R2 égale à 0. Donc on a donc T1, donc R1 c'est R, et R2 c'est 2R. Donc on simplifie par R, il reste que T1 est égal à 2 fois T2. Donc voici la relation entre T1 et T2. La question 6, à l'équilibre du système, la relation entre K, la constante de ressort, avec la masse, avec G et L et delta L à l'équilibre. Donc la relation entre KMG et delta L0. Donc, le corps A est soumis à
à son poids et à la tension T'1. Donc à l'équilibre, donc est égal à 0. Donc on projette sur l'axe du mouvement, on aura donc P1 moins T'1 égale à 0, c'est-à-dire que M1G est égal à T'1, et T'1 est égal à T1, d'où et M1 est égal à 2M, donc on aura T1 est égal à 2MG. Donc voici la première relation, c'est que T1 est égal à 2MG. Donc ça plus ça égale à 0, et ça est égal à 1. Donc concernant le 2, on aura donc moins P2 sinus alpha moins T plus T'2 égale à 0, car la réaction elle est perpendiculaire puisque les frottements sont négligeables. Donc pour le corps B, on a P2 plus R plus T'2 plus T égale à 0. Donc on va projeter sur l'axe du mouvement, on aura moins P2 sinus alpha plus T'2 moins T égale à 0. Donc c'est-à-dire que moins M2 fois G sinus alpha plus T'2 moins K delta 0. Ça c'est la tension du ressort. Et M2 est égal à E petit m. Donc on aura donc cette équation-là. Et puisque T'2 est égal à T2, donc on aura cette équation-là. Donc on aura B. On a trois équations. On a l'équation trouvée à la question précédente. Et on a ces deux équations. On a celle-là. Celle-là. Et celle-là. Donc T1 est égal à 2T2, c'est-à-dire que A est égal à 2B. Donc on aura ça, c'est multiplié par 2. Donc K delta 0 est égal à mg facteur de 1 moins, ça c'est 1. Donc K delta 0 est égal, donc on aura K delta 0 est égal à mg facteur de 1 moins sinus alpha. C'est-à-dire que lorsqu'on va passer de ce côté-là, K delta 0 plus mg sinus alpha moins 1 égale à 0. Donc ici c'est fois 2. Parce que T1 est égal à 2, T2. À l'équilibre, T1 est égal à 2, T2. Donc voici T1. Et ça c'est 2 fois T2. Donc K delta 0 plus mg facteur de sinus alpha moins 1 égale à 0. Donc voici la relation qui lie K delta 0 avec M, avec G et avec le alpha. Donc on a T1 est égal à 2 T2. On a cette relation-là pour le A, pour le corps A. On a cette relation-là pour le corps B.
Et on a T1 est égal à 2 T2. C'est-à-dire qu'on va le remplacer. T1 est égal à 2 T2, c'est-à-dire que A est égal à 2B. Donc on va trouver que cette relation-là entre K, delta 0, Mg, sinus alpha il est connu, puisque alpha il est donné. Donc voici la relation. Donc on écarte le système par rapport à son état d'équilibre et on le laisse évoluer tout seul selon un mouvement oscillatoire. On note Z, X, les abscisses des centres d'inertie respectivement de A et B, et θ, l'angle avec lequel les poulies tournent par rapport à l'état d'équilibre. Donc quelle est la relation entre X, Z et θ? C'est-à-dire que lorsqu'on écarte le système, lorsque le A se déplace de Z, le B se déplace de X, et les deux poulies se déplacent également. Donc, la poulie de rayon R1 se déplace avec le Z, le même Z, c'est-à-dire que ce Z, c'est l'abscisse curviligne de la poulie de rayon R1. Et pour l'autre, c'est-à-dire son abscisse curviligne, ici, c'est l'abscisse X de B. Donc, on a X est égal à R2 θ. Et R2 est égal à 2R, c'est-à-dire que X est égal à 2R θ. Et on a Z est égal à R1 θ, c'est-à-dire c'est R1 CR θ. Donc, on a X moins Z, elle reste A, est égal à R θ. Donc, X moins Z est égal à R θ. Donc, voici la relation entre X, Z et θ. L'énergie cinétique totale du système. Donc l'énergie cinétique totale du système. Donc l'énergie totale du système, c'est 1 demi M1 plus M2 V au carré plus 1 demi G1 delta plus G2 delta θ point au carré. Donc est égal à 1 demi M1 M2 V au carré. Donc G1 de delta c'est M1 R1 au carré. G2 de delta c'est M2 R2 au carré. Et on a cette relation-là, donc ça c'est donné. Donc on va la remplacer ici. On va trouver que EC du système est égal à 1 demi 3 MV au carré plus 1 demi de 2MR au carré plus 3M facteur de 2R au carré, le tout θ point au carré. Donc après simplification, il reste que l'énergie cinétique du système est égale à M sur 2, facteur de 3V au carré plus 14R au carré, θ point au carré. Or, Z est égal à R θ. Et la dérivée de Z, c'est-à-dire V est égal à R θ point. D'où Z point est égal à R θ point. Donc, on va remplacer ce θ par, on va remplacer θ point par Z point sur R. Donc, on aura donc est égal à EC du système est égal à M sur 2, 3, V, c'est Z point au carré, et θ point, c'est Z point sur R. Après simplification par R, il reste tout simplement est égal à M sur 2, facteur de 3, Z point au carré, plus 14, Z point au carré. Donc ça, plus ça, c'est 17, Z point au carré. Donc c'est l'énergie cinétique du système, ce n'est rien d'autre que 17m Z point au carré sur 2.
l'énergie potentielle totale du système. Donc l'énergie potentielle totale du système est égale à l'énergie de ressort plus le EPP, qui est égal à moins mgz. Donc ça c'est donné. Donc ça c'est donné. Donc est égal à 1 demi kx au carré moins mgz. Or, x est égal à 2 rθ et z est égal à rθ. C'est-à-dire que x sur z est égal à 2. Donc x est égal à 2z. Donc on va le remplacer x par 2z. D'où l'énergie potentielle du système est égale à 2kz au carré moins mgz. L'équation différentielle vérifiée par z. Donc on a l'énergie cinétique, on a l'énergie totale, donc on va calculer l'énergie mécanique, puis on va dériver, puisque l'énergie mécanique il est conservative, il est constante, car les forces sont conservatives, c'est-à-dire que les frottements sont négligeables, on va trouver l'équation différentielle de z. Donc, l'énergie mécanique du système, c'est l'énergie totale cinétique plus potentielle, c'est-à-dire ce sont les deux expressions trouvées précédemment. Donc tout simplement, on va, puisque ça ce sont donc l'énergie mécanique du système, elle est égale à constante car les forces sont négligeables, car les forces de frottement sont négligeables, c'est-à-dire que les forces sont conservatives. C'est-à-dire que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale à 0. C'est-à-dire on va dériver cette équation-là et on va la donner la valeur 0. Donc la dérivée, c'est facile, donc c'est abordable. Donc on va trouver tout simplement donc ça égale à 0 ou bien ça. Donc ça, c'est ça l'équation différentielle. Donc voici l'équation différentielle. Vérifiée par z. Donc voici la correction de la partie mécanique du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Électricité QCN. Donc marquez la bonne réponse. On réalise un circuit électrique comportant une bobine d'inductance L, de résistance interne petit r, de dipôle ohmique. De même, résistance R montée en parallèle. Deux condensateurs identiques. Non chargés initialement. Un dipôle ohmique de résistance R et des interrupteurs alimentés par un générateur de tension de force électromotrice E. On donne E égale à 5, on donne E est égal à 5 volts et R est égal à 20 ohms. À l'instant t égale à 0, on ferme les interrupteurs K1 et K3.
K2 est toujours ouvert. Donc la question numéro 1, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité instantanée du courant IT traversant le circuit. Donc l'équation différentielle vérifiée par IT, c'est-à-dire le courant principal. Donc le courant qui sort et qui part ici. Donc, on a schématisé, donc on a fermé K1 et K3 et on a laissé K2 ouvert. Donc, par application de la loi d'addition des tensions dans la grande maille, c'est parce que le courant, elle va passer dans la grande maille, puisque ça c'est ouvert. Donc, on aura donc E moins UL de T moins UR prime égale à 0. Et on a UL de T, c'est-à-dire la tension aux bornes de la bobine de résistance petit r et d'inductance grand L, c'est CUL de T est égal à RI de T plus L D de I sur D de T. Donc ça c'est éco. Donc ça, on va remplacer UL de T par son expression, et ça ce sont les lois d'Ohm. Donc UR de T est égal à RI de T, et U' R de T est égal à R équivalent, parce que puisqu'ici on a deux résistances, donc ils sont en parallèle. Donc voici le R équivalent. Donc R équivalent fois IT, R équivalent est égal à R fois R sur R plus R, c'est-à-dire R au carré sur 2R, qui est égal à R sur 2 fois IT. Ainsi donc, on a l'équation suivante, c'est-à-dire on va remplacer UL de T par son expression, UR de T par son expression, et U' de R de T par son expression. Donc on aura cette forme-là. Donc voici l'équation différentielle vérifiée par le courant I de T. Donc c'est ça l'expression de l'équation différentielle vérifiée par le courant principal. La question numéro 2, la constante du temps, taux, du circuit A. Donc la constante du temps, dans le cas où on a un système de résistance et de condensateur et de bobine, on a taux est égal à L sur R, c'est la résistance interne de la bobine, plus la résistance, la première résistance ici, plus la résistance équivalente. Donc est égal à L sur petit r plus R équivalent. Donc est égal à 2L sur 2R plus 3R. Donc voici la constante du temps du circuit en question. Le troisième exercice, on note I0, l'intensité du courant I de T en régime permanent. La solution de l'équation différentielle précédente s'écrit. Donc, le régime, il est permanent. Donc, puisque le régime il est permanent, c'est-à-dire que IT est égal à une constante, donc la dérivée par rapport au temps est égale à 0.
Donc ça est égal à 0. Donc il reste simplement I de t par. Donc I de t est égal à 2e sur 2r plus 3r. Donc voici la tension I de t qui est égale à I0 en régime permanent. Quatrièmement, l'expression I0 s'écrit. Donc on vient de trouver tout simplement. Donc cette expression c'est celle-là, puisque donc, comme le régime est permanent, donc I de t est égal à une constante, donc c'est-à-dire égal à I0. Donc I0 est égal à cette expression-là. Cinquièmement, on a tracé les variations de la grandeur, donc d de I par rapport à t, en fonction de I. On a obtenu cette courbe-là. L'inductance L de la bobine a pour valeur, donc, quelle est la valeur de l'inductance L, selon ce schéma. Donc ça, c'est une droite de pente négative. Donc on a d de I par rapport à dt est égal à une constante fois I de t plus une autre constante, donc A et B. Si I est égal à 0,125, on ce point-là, alors d de I sur dt égale à 0. Donc on aura donc 0,125A plus B égale à 0. On ce point-là, lorsque t égale à 0, b de I sur dt est égal à 6,25. Donc 6,25 est égal à 0 fois A plus B. C'est-à-dire que B est égal à 6,25. On va la remplacer ici, on va tirer le A. D'où d de I par rapport à dt est égal à moins 50 I de t plus 6,25 ampères par seconde. Et on sait que, ça c'est l'équation différentielle qu'on a trouvée premièrement, donc la première question. Donc, on a cette expression est égale à celle-là, puisqu'on a d de I sur dt est égal à d de I sur dt, donc ceci est égal à celle-là. Donc par comparaison, on aura donc ce terme qui est multiplié par I de t est égal à 50. Donc 2R plus 3R sur 2L est égal à 50. Et E sur L est égal à 6,25. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc L, parce qu'on veut le L, donc L est égal à E sur 6,25. Donc L est égal à E sur 6,25 est égal à 0,8 Henry. Donc la résistance petit r, donc on peut la déduire de cette équation-là.
donc la résistance petit r de la bobine. Donc, on a 2R plus 3R sur 2L est égal à 50. Donc, on a le R, on a le L. On peut déduire le R. Donc, le R est égal, après calcul, est égal à 10 ohms. L'énergie emmagasinée dans la bobine en régime permanent. Donc l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc ça, elle a une formule qui est égale à 1 demi LIM au carré. Donc puisque le régime il est permanent, c'est-à-dire que IM est égal à E0. Donc EM est égal à 1 demi L I0 au carré. Donc tout simplement, on va remplacer les L et le E0 par leur valeur. Donc on va trouver que l'énergie mécanique est égale à peu près 0,00625 joules. À l'instant t égale à 0, on ferme les interrupteurs K1 et K2 et on ouvre le K3. La question 6, l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T, c'est-à-dire la tension aux bornes des condensateurs, est donnée par l'expression. Donc on va fermer le K1 et le K2. Le K3, il est ouvert. Donc le courant, tout simplement, il va circuler dans cette partie-là. Donc le courant va circuler dans cette partie-là. Donc par application de la loi d'addition des tensions dans cette maille, on aura donc E moins UC, ça c'est la tension UC puisqu'ils sont parallèles, moins U'R égale à 0. Donc on sait que C équivalent, c'est C1 plus C2 puisqu'ils sont en parallèle. Donc c'est le contraire de résistance. On a R équivalent ici, est égal à R sur 2. Et on a la charge au banc des armatures est égal à C équivalent fois UC T. C'est-à-dire on va dériver pour avoir le courant. Donc I de T est égal à dQ sur dt est égal à C équivalent D de UC sur D de T. Donc, on a U' de R de T est égal à R équivalent I de T. C'est-à-dire est égal à R sur 2. I de T, elle est égale à C équivalent qui multiplie DUC sur DT. On va la remplacer ici. Donc, on va remplacer. On va garder U de C de T. On va remplacer E' de R de T par son expression. Donc, on aura donc E moins UC de T moins R sur 2C équivalent DUC de T sur DT égale à 0. Donc, c'est ça. Donc, après, tout simplement, réarrangement, c'est-à-dire, on va trouver que DU de C par rapport à DT plus 1 sur RC UC de T est égal à E sur RC. Donc, voici l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes des condensateurs en parallèle.
Septièmement, la solution de l'équation différentielle précédente s'écrit. Donc, la solution de l'équation qu'on vient de trouver. Donc, on a cette équation-là. Donc, on va tout simplement déplacer le E sur R. C, dans ce côté-là, donc, est égal à 0. Et on a taux est égal à RC. Dans la partie où le courant circule, il y a absence de la bobine. C'est-à-dire que taux est égal à R fois C. Donc, dans ce cas-là, on aura donc D de U sur D de T plus 1 sur taux U de C de T moins E égale à 0, puisqu'on a ici RC, RC. Donc, on va faire un petit changement de variable. On va poser ce terme-là est égal à un Z de T. Donc la dérivée de ce terme est égale à la dérivée de ce terme. Donc ça, il est constant. Donc tout simplement, il reste D de Z par rapport à dt est égal à 1 sur taux D de UC par rapport à dt. Car la dérivée de E, c'est 0, car E, c'est une constante. Donc d'où D de U de C par rapport à dt est égal à taux fois dz sur dt. Donc on va la remplacer ici. Donc ça, on va la remplacer par ce terme-là. Et ce terme-là, on va la remplacer par Z. Donc on aura une équation. Donc l'équation devient taux D de Z par rapport à dt plus Z de t égale à 0. Soit taux D de Z sur dt est égal à moins Z de t. Soit dz sur Z est égal à moins 1 sur taux dt. Donc ça, donc on passe à l'intégrale, donc ça est égal à ln de z, c'est égal à moins t sur taux, plus une constante. Donc cette constante, on va la nommer ln de k. On aura donc ln de z de t moins ln de k est égal à moins t sur taux, d'où ln de z sur k est égal à moins t sur taux, c'est-à-dire que z de t est égal à k, l'exponentielle de moins t sur taux. Donc z, on va la remplacer par son expression. Donc, son expression, c'est ça. Donc, on aura donc 1 sur taux U de C moins E est égal à K, E moins T sur taux. Donc, U de C de T est égal à E plus K sur... Donc UC de T est égal à E plus K qui multiplie taux, l'exponentielle de moins T sur taux. Donc, il reste tout simplement à chercher le K. Donc, à t égale à 0, on a UC de t 0 égale à 0. C'est-à-dire que K de taux plus E égale à 0. Autrement dit, le K est égal à moins E sur taux. Donc, UC de t est égal à E moins T sur taux. Donc, c'est E facteur de 1 moins T sur... Donc, UC de t est égal à E facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Donc, voici l'expression de UC de t en fonction du temps.
sachant que le pourcentage de la tension UC de T à l'instant T est égal à 6,91 millisecondes par rapport à sa valeur maximale UC max, et UC sur UC max est égal à 99%. Donc on veut trouver la capacité C des condensateurs. Donc, on a l'équation UC de T est égal à E facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur tau. Donc, le UC max, c'est cette partie. Donc, UC max, c'est le E. Parce que UC de T est égal à UC max facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur tau. C'est-à-dire UC max est égal à E. On a donc UC sur UC max est égal à 99%, c'est-à-dire 0,99. Donc, c'est-à-dire égal à 1 moins l'exponentielle de moins T sur tau. Donc 0,99 est égal à 1 moins l'exponentielle de moins T sur tau, c'est-à-dire l'exponentielle de moins T sur tau est égal à 1 moins 0,99 est égal à 0,01. Donc on trouve tau, donc après calcul, on va trouver le tau. C'est-à-dire après le calcul, on va trouver que tau est égal à 1,510 moins 3 secondes. Et comme tau est égal à RC, donc, et R est égal à 5 ohms, donc on peut déduire le C. Donc C est égal à tau sur R, donc est égal à peu près à 70 microfarads. Les oscillations libres dans un circuit en série RLC. Lorsque le régime permanent de le circuit précédent est établi, on ferme K2 et K3 et on ouvre le K1 à l'instant considéré comme une nouvelle origine du temps. Donc nous pouvons exprimer l'équation différentielle vérifiée par U de R comme la dérivée seconde du UR plus 2 lambda la dérivée première du UR plus 4pi au carré sur T0 au carré qui multiplié U de R est égal à 0. Donc lambda, T0, ce sont des constantes. Donc, la question numéro 9, l'expression de lambda s'écrit. Donc, on a fermé K2 et K3 et on a ouvert le K1, c'est-à-dire que on s'intéresse à cette maille. Donc on a cette expression-là donnée par hypothèse. Donc par application de la loi d'addition des tensions de la maille, on a donc U de R, on a U de R plus U de L plus U de C égale à 0. Donc on va la dériver, on a D du U par rapport, on a D du UR par rapport à DT plus D du UC par rapport à DT plus DUL sur DT égale à 0. Et comme Q est égal à C équivalent UC de T, donc UC de T est égal à Q sur C équivalent. C'est-à-dire C équivalent c'est 2C. Donc on va la dériver, donc D de U de C par rapport à DT est égal à 1 sur 2C, D de Q sur DT. Et D de Q sur DT c'est I de T. Donc D de UC par rapport à DT est égal à
UR, puisque IT est égal à UR sur R. Donc, est égal à UR sur 2CR. Et on a UL de T est égal à RI de T plus LDI sur D de T. D'où, donc, on a UL de T est égal à R, puisque I de T est égal à UR sur R. Donc, UL de T est égal à R sur R, UR de T, plus L sur R, D de UR sur DT. Et l'autre dérivée, donc on va dériver UL de T, donc la dérivée, c'est la dérivée de cette expression-là. C'est-à-dire D de UL sur DT, c'est R sur grand R, D de UR sur DT, plus L sur R, la dérivée seconde du UR de T par rapport à DT. Ainsi donc, l'expression B, cette expression-là, elle devient D du UR sur DT plus 1 sur 2C R UR de T plus petit r sur grand R D du UR de T sur DT plus L sur R D carré de UR de T sur DT au carré égale à 0. Donc on va regrouper ces termes-là. On va regrouper ce terme-là. Donc ceci est égal à L sur R D au carré UR de T sur DT au carré. Ça, avec ça, c'est 1 plus petit r sur grand R D de UR sur DT. Plus ce terme-là, 1 sur 2 CR UR de T. Donc on va réduire au même dénominateur, puis on va multiplier par R sur L. Donc, on va trouver cette expression C. Donc on va comparer le C avec le A, qui est donné par hypothèse. Donc on va comparer avec cette expression-là qui est donnée par hypothèse. Donc lorsqu'on va comparer les termes, on va trouver que petit r plus r sur L est égal à 2 lambda. Donc lambda est égal à petit r plus grand R sur 2L. Donc c'est ça l'expression de lambda. T0, donc l'expression de T0. Donc c'est la période propre. Donc par comparaison de A et de C, lorsqu'on compare le A avec le C, on va trouver que 4pi au carré sur T0 au carré est égal à 1 sur 2LC. C'est-à-dire ce terme-là, l'expression qui est multipliée par UR de T, c'est 4pi au carré sur T0 au carré. Donc on dit que T0, c'est 2pi racine de
LC. Nous supposons la pseudo-période T du circuit RLC est égale approximativement à la période propre T0 de l'oscillation non amortie. Donc on va prendre T est égal à peu près T0. On donne T est égal à 68,8 millisecondes. Donc, quelle est la valeur de la capacité C des deux condensateurs? Donc, on a cette expression-là, est égal à T. Et T, ils ont donné est égal à 68, donc cette expression-là est égale à T. Et T est égal à 68,8, c'est millisecondes, c'est-à-dire 68,8, c'est 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, on a cette expression-là est égale à celle-là. Donc, c'est facile. Donc, C est égal à ce terme-là. Donc, on va trouver qu'elle est égale à peu près à 73 microfarads. Donc, concernant la décroissance radioactive ou bien la radioactivité, ça, ce sont des QCN. On considère donc, premièrement, on considère un échantillon radioactif formé de N0 nucléides radioactifs à l'instant T égale à 0. Ces derniers se désintègrent en fonction du temps. On note grand N de T, le nombre de nucléides présents à l'instant T, le T1,5, la demi-vie de l'échantillon radioactif, donc la question c'est exprimer grand N de T en fonction de N0 et T1,5 et T. Donc on sait que grand N de T est égal à N0, E moins lambda de T. Donc ça, c'est l'équation donnée dans le cours, donc ça ne vaut pas la peine de faire une démonstration. Donc lorsque T devient égal à N,5, le N est égal à N0 sur 2. C'est-à-dire on aura N0 sur 2 est égal à N0, E moins lambda T1,5. Donc c'est-à-dire que E moins lambda T1,5 est égal à 1,5. Donc le ln, donc moins lambda T1,5 est égal à ln de 1,5, c'est-à-dire ln de 1 moins ln de 2, ln de 1 égale à 0, c'est-à-dire égal à moins ln de 2. Donc c'est-à-dire que lambda est égal à ln de 2 sur T1,5. On va la remplacer ici. Donc voici l'expression de grand N de T en fonction de N0, de T1,5 et de T. L'uranium U, qui est pour Z 92 et pour A 238, après X désintégration, alpha et gamma, et bêta moins, conduit à un noyau stable qui est le plan, qui est pour Z 82 et pour A 206. Donc, selon cette équation-là. Donc, quelles sont les valeurs de X et de Y? Donc ça, tout simplement, on va appliquer la loi de conservation de nombre Z et de la masse. C'est-à-dire, celui, donc les Z et les A
des réactifs est égal à Z et les A des produits. C'est-à-dire ceux qui se trouvent à gauche du flèche est égal à ce qui est égal à droite de la flèche. Donc ici, on voit qu'on a 238 est égal à 206 plus 4 fois x plus 0 fois y. Et ici, on a 92 est égal à 82 plus 2 fois x plus moins 1 fois y, c'est-à-dire moins y. Et on a un système, donc on peut déduire le x et le y. Donc, l'hélium, c'est alpha. Et E moins de 0 moins 1, c'est bêta moins. Donc, il y a conservation de A et de Z dans un atome qui est Z de A. Donc, c'est-à-dire, on a 238 est égal à 206 plus 4x plus 0y. On a 82 est égal à 82 plus 2x moins y. Donc, des premières équations, on peut tirer le x. Puis, on va le remplacer ici pour trouver le y. Donc, on va trouver que x égale à 8 et y est égal à 6. Un radioélément de demi-vie T1,5 est égal à 15 secondes a une activité initiale A0 est égal à 3, 10 à la puissance 8 becquerel à l'instant T égale à 0. Donc, petit a, l'activité de cet élément à l'instant T égale à 45 secondes. Donc, il y a une relation entre le A et le N. On a A de T est égal à lambda grand N de T. D'où on aura donc A de T est égal à lambda N de T. Et on a A0 est égal à lambda N0. C'est-à-dire que A de T sur A0 est égal à lambda grand N de T sur lambda N0. Donc lambda, avec lambda on simplifie, il reste N de T sur N0. Et N de T sur N0, c'est E moins lambda de T. Et lambda est égal à ln de 2 sur T1,5, qui multiplie T. Alors T est égal à 45 secondes. Et T1,5, on a T est égal à 45 secondes. Et on a T1,5 est égal à 15 secondes. C'est-à-dire que T est égal à 3 fois T1,5. Donc on va remplacer T par 3 T1,5. Donc 3 T1,5, donc on simplifie, il reste tout simplement l'exponentielle de moins 3 ln de 2. Donc l'exponentielle, donc on va mettre le 3 ici, c'est-à-dire moins ln de 2 à la puissance 3, puisqu'ici le moins, donc c'est ln de 1 sur 2 à la puissance 3. Donc ça, c'est la fonction réciproque avec la fonction primitive. Donc f moins 1 rond f de x est égal à x, c'est-à-dire est égal à 1 sur 2 à la puissance 3. Donc A T est égal à A0 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire est égal à A0 sur 8, qui est égal à 3 10 à la puissance 8 sur 8, à peu près est égal à 3,8 10 à la puissance 7 becquerel.
B, le nombre des nucléons présents à l'instant t égale à 45 secondes. Donc on a l'activité A est égale à lambda fois le nombre principal du nucléon, c'est-à-dire est égal à, puisque lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi, qui multiplie n de t. Donc n de t est égal à a de t qui multiplie t1 demi sur ln de 2. Donc on a n de t est égal à 3,8 10 à la puissance 7 qui multiplie t1 demi, c'est-à-dire fois 15, divisé par 0,7, à peu près est égal à 81 10 à la puissance 7. Donc le nombre à l'instant t égale à 45 secondes, c'est à peu près 810 millions. L'activité du carbone, c'est Z égale à 6 et A égale à 14 dans des bois carbonisés lors d'une éruption volcanique, et A est égal à 4,8. Désintégration par gramme et par minute. Donc, désintégration par minute. Donc, dpm, c'est désintégration par gramme et par minute. Dans un bois vivant, cette activité est A0 est égale à 13,5 désintégration par minute. La durée de vie du carbone 14 vaut T1 demi est égal à 5600 ans. Donc, quelle est la date de l'éruption volcanique? Donc, on a A0 est égal à 13,5 désintégration par minute. Et on a A est égal à 4,8 désintégration par minute. On a T1 demi est égal à 5600 ans, c'est-à-dire 5600 fois 12 fois 24 fois 60 est égal à peu près est égal à 96 768 000 minutes. On a A de t est égal à A0, l'exponentielle de moins ln sur 2. Donc on a A de t est égal à A0, l'exponentielle de moins ln de 2 sur t1 demi qui multiplie grand t. C'est-à-dire que A de t sur A0 est égal à l'exponentielle de moins ln de 2 sur t1 demi fois t. Cette expression-là, donc c'est 4,8 divisé par 13,5. C'est-à-dire que moins ln, donc on va prendre le ln, donc moins ln de 2 sur t1 demi fois t est égal à ln de cette expression-là. Donc on peut déduire le t. Donc t, elle est égale à ce terme-là, donc après calcul, on va trouver qu'elle est égale à peu près à 8000 ans. 8000 ans. Donc on va trouver en minutes, puis on va faire un changement, c'est-à-dire le changement inverse. Donc t à peu près est égal à 8000 ans. Cinquième question, la demi-vie de l'iode Ci, qui a pour Z 53 et pour A 131.
de masse molaire 131 grammes par mol, utilisé en médecine. Donc, le temps 1,5 de l'iode, c'est 8,1 jours. On donne la constante d'Avogadro, grande N de A, qui est égale à 6,02, 10 à la puissance 23, mol moins 1. Donc, on veut l'activité radioactive A de 1 gramme d'iode qui a pour masse molaire 131. Donc, on veut l'activité A de 1 gramme. Donc, on a le nombre d'Avogadro, on a le T1,5, on a A de T est égal à lambda 1 de T, on a donc une relation entre le nombre des nucléons avec le nombre d'Avogadro avec la masse molaire. Donc, cette relation, elle est donnée dans le cours. Et on a lambda est égal à Ln de 2 sur T1,5. Donc, ça, c'est compris. Donc, T1,5 est égal à 8,1 jours. Donc, c'est tout simplement, on va multiplier par les heures, puis on va les multiplier pour avoir les minutes. Donc A est égal à lambda fois N. Donc, lambda, on va le remplacer par son expression, et le N, on va le remplacer par son expression. Donc, M est égal à 1 gramme, et grand M, la masse molaire est égale à 131 grammes par mol. Donc, tout simplement, après calcul, on va trouver que A à peu près est égal à 5, 10 à la puissance 15 becquerel. La sixième question, qui est la dernière, la stat 210, c'est-à-dire qu'il y a la masse molaire est égale à 210. C'est un élément radioactif bêta plus rare, présent avec des quantités infinitésimales, c'est-à-dire très petites. C'est-à-dire que la quantité elle est très petite. Donc c'est-à-dire que la quantité elle est infinitésimale, c'est-à-dire très petite dans l'uranium pur. Et sa demi-de-vie a pour valeur T1,5 égale 8 heures. On dispose d'un échantillon d'astate de masse petit m est égal à 105 grammes. Donc, quelle est la masse restante au bout d'une demi? Donc, quelle est la masse restante au bout d'une demi-journée? Donc, on a N de T égale à 1,0 E moins lambda de T. On a lambda est égal à moins Ln de 2. On a lambda est égal à Ln de 2 sur T1,5. Et on a N de T est égal à N à nombre d'Avogadro pour la masse sur grand M. Donc, on a N0, c'est N à M0 sur grand M. Donc, NA qui multiplié petit m de t sur grand M est égal à NA qui multiplié par N0. Donc, puisque N de t est égal à N0 qui multiplie moins lambda t qui est égal à N0 moins lambda qui est égal à N0, l'exponentielle de moins ln de 2 sur T1,5 qui multiplie T. Donc, on a N de T, voici son expression. On a N0, voici son expression.
Donc on va la remplacer ici. Donc on aura donc ce terme-là est égal à ce terme-là multiplié par ce terme-là. Donc d'où m de t est égal à m0, l'exponentielle de moins ln de 2 sur t1 demi qui multiplie t. Or, m0 est égal à 105 grammes et t1 demi est égal à 8 heures. Donc ce qu'on veut, c'est quel est le reste à l'instant t est égal à une demi-journée, c'est-à-dire 12 heures. Donc tout simplement, on va la remplacer ici. Donc m0 est égal à 105, t1 demi c'est 8 et t est égal à 12. Donc c'est tout simplement, après calcul, on va trouver que ce qui reste, c'est 37 grammes. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.